sur votre écran. Et ce que nous vous proposons, c'est de couper vos micros pendant la présentation et puis de ne pas hésiter à poser vos questions au niveau de la discussion. L'idée étant vraiment une petite présentation assez rapide d'une vingtaine de minutes, et surtout qu'on puisse échanger ensemble sur ces nouvelles recommandations. Donc, Agathe, je vous passe la parole et merci beaucoup à vous deux encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous d'avoir organisé ce webinaire et bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, l'idée c'est de refaire un petit point et surtout de répondre à vos questions sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur le diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Ces recommandations sont le résultat d'une collaboration un partenariat entre la Haute Autorité de Santé et la Fédération française de nutrition que je préside et qui est une association qui regroupe les sociétés savantes et autres associations dont l'objectif est celui de la nutrition. Donc, vous voyez que en effet, ces recommandations sont sorties le 10 novembre 2021 pendant la Semaine nationale de la dénutrition à laquelle je pense que beaucoup d'entre vous ont participé. Et j'en profite pour vous dire déjà qu'il y aura une Semaine nationale de la dénutrition en 2022. Ça a été acté tout récemment par le ministère de la Santé. Alors, prochaine diapo. Alors, je reprends les termes des éléments de diagnostic de la dénutrition chez la personne de plus de 70 ans. Elles ne sont pas très différentes de celles de l'adulte, en dehors du fait que certains seuils sont différents et certains critères qui ont amené pas mal de discussions sont aussi un petit peu différents. En tout cas, le diagnostic de dénutrition, il repose sur la même réflexion que, en fait, une réflexion mondiale sur le diagnostic de la dénutrition qui avait pour objectif d'harmoniser un peu les critères de dénutrition, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Amérique du Sud, etc., pour que tout le monde puisse parler la même langue. Donc, comme les autres, entre guillemets, comme les Européens et en particulier, l'idée de la dénutrition, c'est d'avoir au moins un critère phénotypique. Et ces critères phénotypiques sont des critères, disons, cliniques, avec la perte de poids qu'on connaissait et qui n'a pas changé par rapport aux recommandations antérieures, ni celles de l'adulte, de 5% en un mois et 10% en 6 mois. Et comme chez l'adulte, ce qui est nouveau pour l'année depuis 2019 et là 2021, c'est d'avoir ajouté plus de 10% par rapport au poids habituel avant la maladie, avant le début de la maladie. Donc ça, c'est un critère important parce que quelquefois, pour faire le diagnostic de dénutrition, on était un peu coincé par ces délais de 1 mois et 6 mois. Et donc là, si on peut dater un peu la maladie qui apparaît comme prédominante chez la personne de 70 ans et qui a vraiment accéléré la perte de poids, ça nous donne un élément intéressant. L'IMC a été augmenté d'1 point pour s'aligner sur les recommandations mondiales. Et puis, toutes les recommandations tournent autour de quelque chose du muscle. Certains, c'est la fonction, d'autres, c'est la force, d'autres, c'est la masse. Finalement, ce qui a été retenu pour la Haute Autorité de Santé, c'est une sarcopénie confirmée, c'est-à-dire à la fois une diminution de la force et de la masse. Alors ça, c'est Ronan Thibault qui va vous en parler. Donc là, je passe assez vite. Et puis, il faut associer aux critères phénotypiques au moins un critère étiologique. Et là, c'est assez simple, c'est une baisse des apports alimentaires, soit des problèmes digestifs avec malabsorption, une maldigestion, et une pathologie, qu'elle soit aiguë, chronique ou cancéreuse. Prochaine diapo. Vous êtes allé une trop vite, voilà. Pour retenir le critère de dénutrition sévère, les critères phénotypiques ont des seuils forcément un peu plus sévères, que ce soit la perte de poids, l'IMC, et ce qui apparaît dans les critères de sévérité comme chez l'adulte, c'est une albuminémie inférieure à 30 grammes par litre. Et les critères étiologiques ne changent pas. Prochaine diapo. Alors, les questions qui peuvent apparaître sur ces critères phénotypiques, c'est d'abord celui de la perte de poids.
Alors, ce qui est important, c'est de bien garder en tête qu'une perte de poids n'est jamais physiologique chez une personne âgée. Une personne âgée qui va bien a un poids stable ou continue un peu de grossir. Et une perte de poids est toujours un signe d'alerte à partir de, disons, 3 kilos pour être sensible vis-à-vis d'un pèse-personne habituel. Donc, il faut chercher les causes et pourquoi c'est embêtant et pourquoi ce n'est pas physiologique, parce que les études observationnelles et épidémiologiques ont montré que les pertes de poids chez les personnes âgées, elles étaient associées à une baisse de la masse musculaire et de la force musculaire. C'est pour ça qu'on parle de sarcopénie aussi. Et puis, c'est aussi un critère de fragilité, un concept un petit peu large, mais qui a une composante nutritionnelle importante et qui est associé aux chutes, au déclin fonctionnel, à l'hospitalisation, à l'institutionnalisation et au décès. Donc, la perte de poids, c'est toujours un problème chez la personne âgée parce que globalement, il n'y a pas tellement moyen de perdre du poids sans perdre du muscle. Prochaine diapo. Alors, dans la perte de poids, pour l'interprétation, il y a des situations particulières. Bien sûr, il faut veiller aux problèmes d'œdème et de déshydratation. Et c'est mieux de prendre un poids en euvolémie, c'est-à-dire sans œdème et sans déshydratation. Et l'obésité pose aussi une petite question de savoir est-ce que les seuils devraient être les mêmes pour les pertes de poids en cas d'obésité. Pour l'instant, on n'a pas assez d'arguments dans la littérature pour dire qu'ils devraient être différents. Et dans la mesure où ils sont exprimés sous forme de pourcentage du poids corporel, on garde les mêmes seuils, 5%, 10% de perte de poids. Prochaine diapo. Alors, la mesure de la taille, quelquefois, peut poser problème chez des personnes âgées. Évidemment, le plus simple, c'est une personne âgée qui se tient debout, bien droite, sous une toise. Et donc, ça, c'est la bonne solution. Là où on est plus embêté, c'est dans les cas de troubles de la statique et en particulier de syphose dorsale. C'est sûr que vous voyez que la dame qui est au milieu, là, elle est un peu difficile à mesurer sous une toise. Ça ne serait pas juste. Et puis, on est en difficulté aussi pour ceux qui ont du mal à se lever tout à coup et qu'on ne peut pas mesurer debout. Prochaine diapositive. Alors, à ce moment-là, on a recours à l'estimation de la taille du corps entier à partir de la hauteur talon-genou. Et donc, ça a été validé initialement en 1985 pour les 60-90 ans, avec des formules qui tiennent compte de la hauteur talon-genou, donc sous le talon et au-dessus du genou, avec un facteur correctif qui est l'âge et puis le sexe. L'idée de ça, c'est de mesurer un os qui ne diminue pas au cours du vieillissement, qui est globalement corrélé à la taille du corps entier, à laquelle on applique un facteur qui est lié au vieillissement, disons, habituel, selon que l'on est une femme ou un homme. Et donc, on peut utiliser ces formules. Il y a aussi des abacs qui le rendent plus pratique pour estimer la taille du corps entier. Prochaine diapositive. Ce qui donc apparaît aussi comme critère, c'est l'albuminémie comme critère de sévérité. Alors, les questions qui se posent le plus souvent sur l'albuminémie, c'est premièrement, est-ce qu'il faut tenir compte de la CRP pour interpréter l'albuminémie? Alors, oui, vous savez que quand il y a de l'inflammation, les concentrations plasmatiques d'albumine diminuent dans le sang. Le foie produit de l'albumine, globalement, qui est dans les vaisseaux intravasculaires. C'est ça qu'on dose quand on fait une prise de sang. Mais quand il y a une agression, une inflammation, une augmentation de la CRP, l'albumine, en fait, elle va disparaître des vaisseaux, elle va diminuer très rapidement et ça n'a rien à voir avec sa production hépatique. Elle va passer vers le secteur interstitiel, c'est-à-dire qu'elle sort du vaisseau et elle se met dans le tissu qui est à côté, ou alors elle est carrément dégradée, détruite par des enzymes, etc. Et donc, au total, c'est vrai que quand l'albumine est basse, c'est souvent parce qu'il y a une inflammation. Pas que, mais souvent. Prochaine diapositive. Et la question aussi qu'on se pose, c'est est-ce que l'albuminémie est un bon critère nutritionnel? Eh bien, on va dire plutôt non. L'albuminémie n'est pas un bon reflet de la masse musculaire. L'albumine plasmatique n'est pas corrélée
aux muscles, physiquement, ça c'est clair. Vous pouvez avoir des tout petits gabarits, des gros gabarits très musclés, etc., ou des tout petits gabarits. L'albumine est globalement ou mal associée à la masse musculaire. Donc ça en fait pas un bon reflet du statut nutritionnel. L'autre point, c'est que certains patients très dénutris, comme par exemple des personnes qui souffrent d'anorexie mentale, qui arrivent avec des IMC catastrophiques à 12, 13, etc., ils peuvent aussi avoir une albuminémie normale. Dans ces situations-là, il n'y a plus de muscles, il n'y a plus de gras, mais il y a une espèce d'adaptation métabolique qui fait que l'albuminémie est normale. Donc, si des personnes très dénutries peuvent avoir une albumine normale, on ne peut pas vraiment dire que l'albuminémie, c'est un bon critère nutritionnel. Enfin, l'albuminémie ne reflète pas les apports nutritionnels. Que vous mangez un peu ou beaucoup, l'albuminémie n'est pas changée. En revanche, l'hypoalbuminémie est un puissant marqueur de mauvais pronostic et donc c'est un bon critère de sévérité. En réalité, c'est un bon critère de sévérité de la dénutrition et en général, c'est un bon critère de sévérité de beaucoup de pathologies chroniques comme l'insuffisance rénale, etc. Et puis, le dernier point, pour revenir à la CRP, c'est que la valeur de la CRP n'influence pas ou peu la valeur pronostique de l'albuminémie. C'est-à-dire que toutes les études qui ont été faites pour dire que l'albuminémie était associée aux complications, au décès, etc., n'étaient pas ajustées sur la CRP. Et si on ajuste, ce qui a été fait dans quelques études, mais pas beaucoup, ça ne change pas la valeur pronostique de l'albuminémie ou peu. Donc voilà toutes les raisons qui ont conduit à finalement enlever l'albumine comme critère de diagnostic de la dénutrition, mais de le garder comme un critère de sévérité. Prochaine diapositive. Donc, moi, je vous ai parlé des critères phénotypiques de la dénutrition que sont la perte de poids, l'IMC, et puis je vous ai dit un mot de l'albuminémie. Et c'est Ronan maintenant qui va vous parler de la sarcopénie. Merci beaucoup, Agathe. Merci encore une fois d'être là pour nous aider et nous faire partager ton expérience. Merci donc à Estelle et à Silène pour l'organisation également de ce webinaire. Donc, effectivement, comme l'a dit Estelle tout à l'heure, donc je suis président du clan du CHU de Rennes, responsable de l'unité de nutrition, et donc membre actif aussi de la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme. Donc, je m'appuierai sur les outils que nous allons publier prochainement aussi pour étayer mon propos. Donc, la sarcopénie, donc vous avez vu que, comme vous l'a expliqué Agathe, on peut passer à la diapositive suivante, Estelle, s'il vous plaît. Voilà, donc, je suis désolé, ça coupe. Moi, sur mon écran, c'est coupé un peu en bas. J'espère pas pour vous. En tout cas, on pourra vous diffuser le diaporama. Donc, oui, ça fait. Je vais démarrer par ça, puis j'enchaînerai après sur ce que je voulais vous dire juste avant. Donc, comme vous l'a dit Agathe, donc les recommandations de diagnostic de la dénutrition chez l'adulte et la personne de 70 ans et plus sont maintenant publiées, donc voilà, 2019 et 2021. Et donc, au niveau de la SFNCM, nous allons rééditer, enfin, pour ceux qui ont déjà eu la première version, ce petit livret qui va vous permettre donc d'avoir dans la poche tous les critères diagnostiques de la dénutrition en fonction des deux catégories, donc adultes et personnes de 70 ans et plus. Ces fiches seront soit vendues, mais à tarif très très bas, et je pense que comme nous on l'a fait au CHU de Rennes. Tu as coupé ton micro, Ronan. On vous Mon entend plus. micro. C'est bon. Vous m'entendiez déjà tout à l'heure ou pas? Oui, oui, oui. Ah, il s'est coupé tout seul alors parce que j'ai rien touché. Ouais. Pardon, merci de m'avoir signalé ça. Donc, je disais que cette fiche va être rééditée, donc vous pouvez l'obtenir soit gratuitement en la téléchargeant sur le site, alors peut-être pas encore tout de suite, mais dans 15 jours, ça devrait être bon, et l'imprimer par vos propres moyens internes dans vos établissements, ou alors, comme on l'a fait au CHU de Rennes, vous adresser à votre direction logistique pour les hôpitaux qui ont ce type de direction, ou sinon à la direction générale, pour pouvoir avoir un tirage ou une offre en tout cas d'achat, et puis que vous puissiez distribuer ce livret dans vos établissements à vos professionnels de santé.
Donc, ça va reprendre un peu tout ce que Agathe vous a dit et ce que je vais vous dire ici, et également donc, pour l'adulte de moins de 70 ans. On peut passer à la diapositive suivante. Merci beaucoup. Donc, il y aura une affiche aussi qui va être rééditée, que vous pourrez également vous procurer et que vous pouvez afficher dans les services de soins. Donc là, c'est plus voyez, à but d'affichage, pas à mettre dans la poche. On peut passer à la diapositive suivante. Estelle, merci. Donc, comme vous l'a dit Agathe tout à l'heure, finalement, et vous avez vu que les recommandations diagnostic de la dénutrition chez la personne âgée de 70 ans et plus sont assez bien calées sur celles de l'adulte de moins de 70 ans, en dehors de certains seuils, bien sûr, qui changent. Mais le grand changement, c'est la sarcopénie, qui est un des critères phénotypiques. Et donc, sarcopénie, on est d'accord que ça veut bien dire, ce qui est mis dans les encadrés verts, réduction de la force musculaire et réduction de la masse musculaire. C'est vrai qu'il faut les deux ensemble. Alors, je vais vous présenter finalement les différents outils qu'on peut utiliser. Donc, cette recommandation qui a été choisie donc, au niveau de l'HAS pour ces recommandations de 2021 sont celles du consensus européen. Là, je vous ai mis en haut là, un sigle un peu barbare, mais qui est donc un article qui est publié. C'est un consensus européen qui a défini la sarcopénie confirmée comme l'association d'une réduction de la force et de la masse musculaire. C'est un copier-coller dans l'HAS 2021 des résultats de ce consensus. Donc, il y a deux outils que je détaillerai après qu'on peut utiliser pour mesurer la réduction de la force musculaire. C'est le test du lever de chaise. Donc, vous demandez au patient de faire 5 levées de chaise et vous mesurez, vous chronométrez. Et vous voyez que si ce temps dépasse 15 secondes, on a un critère de réduction de la force musculaire. Et l'autre critère que vous pourrez utiliser, c'est d'utiliser le dynamomètre. On mesure la force de préhension avec des appareils qui sont très peu coûteux. On en trouve sur Internet à 30 €. Alors, ce n'est pas forcément ceux de meilleure qualité, mais au maximum, pour 300 €, vous avez un dynamomètre de bonne qualité. Donc, après, avoir votre utilisation, mais si vous êtes par exemple en EHPAD ou dans un service de gériatrie aiguë, en EHPAD, on peut imaginer qu'il faut faire une évaluation une fois par mois. Si vous faites en gériatrie aiguë, une fois par semaine. Donc, vous voyez, vous pouvez peut-être procurer pour un service entre 1 et 3 dynamomètres pour le fonctionnement. C'est des appareils qui sont réutilisables, qu'on désinfecte, très faciles à utiliser. Donc, avec deux seuils, vous voyez, chez l'homme, inférieur à 27 kg et chez la femme, inférieur à 16 kg. Et vous pouvez en déduire une réduction de la force musculaire. Alors, pour la masse musculaire, c'est un petit peu plus compliqué, effectivement, de se procurer le matériel pour faire ces mesures et d'avoir l'accessibilité aux différents examens. Alors, il y a deux critères qui ont été retenus. Donc, la masse musculaire appendiculaire en kilogrammes et l'index de masse musculaire appendiculaire en kilogrammes par mètre carré, qui se mesure par une méthode de référence qui est donc l'absorptiométrie biphotonique en rayon X. Je vais vous détailler après ces différentes techniques de manière assez rapide, mais que vous ayez un peu une idée de ce que c'est et puis comment on l'utilise. Alors, c'est vrai qu'on a une discussion en ce moment, puisque les seuils qui sont représentés ici, notamment celui de masse musculaire appendiculaire en kilogrammes, n'a jamais été clairement validé chez la personne âgée malade. Et donc, ces données sont des extrapolations finalement de ce qui est identifié chez l'adulte ou en absorptiométrie biphotonique en rayon X, qui est la méthode de référence. Et or, vous voyez la phrase juste en dessous, les outils les plus fréquemment utilisés dans la littérature pour estimer la réduction de la masse musculaire sont la DEXA. Donc, la DEXA, c'est l'absorptiométrie biphotonique en rayon X. C'est ce qu'on fait quand on demande une ostéodensitométrie. Quand vous demandez une mesure de la densitométrie osseuse, vous pouvez, à partir du même examen, le radiologue ou le rhumatologue, chez nous c'est un rhumatologue qui le fait, mais peut, avec un logiciel spécifique, mesurer la composition corporelle, c'est-à-dire la teneur en masse grasse ou en masse maigre, en masse musculaire appendiculaire, comme on le définit ici. Donc, les seuils que vous voyez ici, le inférieur à 7 ou inférieur à 5,5 kg par mètre carré, sont des seuils d'index de masse musculaire appendiculaire qui sont mesurés en absorptiométrie biphotonique en rayon X. Par extrapolation, il y a des auteurs qui ont validé une équation de bioimpédancemétrie pour approcher cette valeur de masse musculaire appendiculaire, mais il n'y a pas eu de validation à proprement parler chez la personne âgée de plus de 70 ans.
Donc, c'est un peu ça la difficulté. Ça veut dire qu'il faut se dire, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire, hein, mais il faut se dire que quand vous mesurez donc, la masse musculaire appendiculaire en bioimpédancemétrie, et moi je pense, on en discutera avec Agathe aussi, que le vrai terme ici aurait dû être masse musculaire en kilogrammes et pas appendiculaire. Chez la personne âgée, ben, on se dit qu'on utilise peut-être des équations qui ne sont pas bien validées. Donc, c'est pour ça que c'est là où est la difficulté. Alors, malheureusement, c'est coupé en bas, mais euh, la dernière phrase, c'est concernant l'anthropométrie. Donc, un tour de mollet, la circonférence du mollet, inférieure à 31 cm est proposé. Donc, ça, c'est une alternative que vous pouvez utiliser. On en discutera avec Agathe tout à l'heure, mais si vous n'avez pas accès à une méthode de mesure de la masse musculaire, l'alternative que moi, en tout cas, je vous propose, et ce qu'on va faire nous au CHU de Rennes, c'est de mesurer la circonférence du mollet. Donc, de manière très simple, vous rappelez-vous la diapositive que vous a montré Agathe sur la distance talon-genou. Et ben, au milieu de cette distance talon-genou, vous avez le niveau mi-mollet. Et donc, à cet endroit-là, vous prenez un mètre ruban et vous mesurez le tour du mollet de la personne. Et si elle est inférieure à 31 cm, vous pouvez en déduire qu'il y a une réduction de la masse musculaire. On verra aussi qu'on peut utiliser le scanner, notamment dans les hôpitaux. Et si on a un scanner à disposition, on peut utiliser aussi le scanner pour évaluer la masse musculaire. Mais à mon sens, par exemple, si vous travaillez en EHPAD, c'est vraiment la circonférence du mollet qui, à mon avis, sera le plus utilisable parce qu'il faut acheter l'équipement de bioimpédancemétrie, ce qui n'est pas donné. Hein. Vous nous avez fait parvenir des commentaires et on est bien d'accord avec ces commentaires sur le coup. On pourra en discuter après. Donc, le scanner, ça restera, à mon avis, que pour les hôpitaux ou pour des patients qui auront eu un scanner, mais encore faut-il l'analyser. Donc ça, c'était la diapositive principale, hein, c'est les seuils à retenir. Et il y a une diapositive encore avant, je pense. Ah non, pardon, excusez-moi. Merci. Donc pour la fonction musculaire, donc la force de serrement, alors voilà le dynamomètre de référence hein, qu'on appelle le JAMAR, qui coûte à peu près 300 €, qui est un appareil très robuste, donc qui vous donne, vous voyez, la personne serre le plus fort qu'elle peut l'appareil. Vous avez une aiguille, vous voyez en haut sur le cadran, qui vous donne la force en kilogrammes. L'idée, c'est de demander à la personne de faire ça 3 fois de suite, après s'être relâché un petit peu, avec son bras dominant, sa main dominante. Et puis, vous prenez la plus forte des trois. Je crois que c'est le plus simple. Certains disent qu'il faut prendre la moyenne. Si vous prenez la plus forte des trois, nous, c'est ce qu'on fait. C'est satisfaisant de faire comme ça. Et puis, en dessous, le test du lever de chaise dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, vous voyez, bras croisés sur la poitrine. Et la personne, voilà, la personne que vous avez là devant vous est plutôt tonique et a l'air de le faire assez facilement. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, supérieur à 15 secondes égale réduction de la force musculaire. Si la personne le fait 5 fois de suite. Encore faut-il que la personne soit en capacité de pouvoir se lever, de se mettre sur, voilà, de faire cet exercice. Donc, c'est pour ça que la force de serrement, la diapositive suivante, Estelle, s'il vous plaît, vous voyez que ça peut se faire au lit, même en position allongée, vous voyez, tout en bas. Donc là, cette diapositive, elle est extraite donc, d'une des fiches pratiques qui seront téléchargeables sur le site. Il y aura trois fiches pratiques que vous pourrez télécharger sur le site de la SFNCM. Donc, le diagnostic de la dénutrition chez l'adulte et chez l'enfant également. Dans l'adulte, j'inclus bien sûr la personne de plus de 70 ans. Et 2 fiches pratiques sur comment réaliser donc, la mesure de la force de préhension par dynamométrie. Et diapositive suivante également, je vous montrerai donc là, donc là, c'est la diapositive que je viens de vous montrer. Donc pour vous rappeler, donc maintenant, on va parler de la mesure de la masse musculaire. Voilà, très bien. Donc, l'impédancemétrie, c'est à mon sens la méthode de choix la plus facilement accessible au lit du patient. L'absorptiométrie biphotonique horémique étant la méthode de référence, à partir de laquelle sont finalement validées les équations d'impédancemétrie. Et puis le scanner qui peut être une opportunité. Donc là, je vais vous montrer ça rapidement dans les 2 minutes qu'il me reste. On peut passer à la diapositive suivante. Donc voilà la fiche pratique sur la bioimpédancemétrie, donc la 3e fiche pratique dont je vous parlais, qui va être téléchargeable bientôt sur le site de la SFNCM, qui vous indique donc comment mesurer et réaliser la mesure de la composition corporelle par bioimpédancemétrie. Donc nous, on préconise une mesure en position allongée, parce que c'est la méthode de référence. Les électrodes que vous voyez ici sont à titre d'exemple, mais on peut tout à fait utiliser des électrodes classiques à ECG.
Donc, vous en placez 2 sur la main, 2 sur le pied, comme c'est indiqué ici. Et ça encore, les positions des électrodes dépendent des fabricants. Donc, du même côté du corps, hein, si c'est pied droit, main droite, pied gauche, main gauche. L'idée, c'est si vous reproduisez les mesures, c'est toujours de les faire du même côté chez la même personne pour pouvoir comparer les mesures entre elles. Et vous savez qu'il existe des bioimpédancemètres en position debout, mais pour nous, ces appareils ne sont pas validés pour le dépistage et le diagnostic de la dénutrition. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, c'est une méthode très facile, hein, c'est 5 minutes maximum. Bon, chez la personne âgée en EHPAD, ça peut être un peu plus long, évidemment, le temps d'allonger, de mettre la personne en position allongée. Mais c'est des méthodes vraiment très simples d'utilisation. Voilà les en-têtes, les pages de couverture des 2 fiches. Donc, c'est 2 fiches séparées, hein, on ne voit pas très bien, mais bioimpédancemétrie et dynamométrie que vous pourrez bientôt télécharger sur le site de la SFNCM. Et ensuite, pour finir, Estelle, s'il vous plaît, diapositive suivante. Donc, la surveillance, donc très important. La surveillance, donc, vous savez qu'elle doit être faite, si c'est en soins aigus, en court séjour ou en SSR, c'est 1 fois par semaine. Donc, en théorie, vous devez réévaluer tous les paramètres qui vous ont permis de faire le diagnostic, hein, que ce soit l'IMC, le poids ou la sarcopénie, toutes les semaines, en moyen, court séjour et SSR, et puis 1 fois par mois, si le patient est en long séjour ou en EHPAD. Et alors, rappel très important, rappelez-vous la dernière diapositive qu'Agathe vous a montrée, on parle bien de la sarcopénie comme critère phénotypique de la dénutrition, mais en vous rappelant que c'est l'un des 3 critères phénotypiques. Donc, si vous avez un IMC bas ou une perte de poids, vous avez déjà votre critère phénotypique. Donc, dans ce cadre-là, il n'est pas nécessaire absolument d'aller rechercher la sarcopénie. Dans une pratique où on est en difficulté à avoir accès au matériel, mesurer déjà le poids, la taille, comme Agathe vous l'a indiqué, via éventuellement la distance talon-genou, estimer, calculer la perte de poids sur 1 mois ou sur 6 mois. Et si vous avez un des 2 critères qui est positif, vous vous arrêtez là, vous avez déjà votre critère phénotypique. Ça ne sert à rien d'aller vouloir absolument rechercher la sarcopénie. Mais si ces 2 critères-là ne sont pas en faveur d'une dénutrition et que vous pensez que votre patient est dénutri, ben moi, je vous conseille de faire finalement la circonférence du mollet, qui est la méthode la plus simple et la plus utilisable, avec un mètre ruban tout simplement, le même qui va vous permettre de mesurer la distance talon-genou d'ailleurs. Et si vous avez la chance de pouvoir vous équiper en bioimpédance-mètre et hand grip, pourquoi pas. Et si vous n'avez pas le hand grip, le test de levée de chaise peut très bien faire l'affaire. Alors Estelle, je ne sais pas si sur la diapositive suivante, j'avais mis, je crois, 2 diapositives. Voilà, c'était juste pour vous montrer en fin de diapo les clichés, donc par exemple d'absorptiométrie biphotonique en rayon X. Donc vous voyez par exemple sur ce schéma, donc en bleu, donc vous avez l'appareil en haut à gauche, hein, donc c'est une sorte de scanner, mais ça nécessite que le patient se déplace dans un centre équipé. Dans mon expérience, on a peu de centres équipés. En Bretagne, vous pouvez facilement avoir, ou même en France, hein, est-ce qu'il y a d'autres personnes que des personnes en Bretagne ici, on a accès facilement à la densitométrie osseuse, mais peu sont les radiologues qui vont vous mesurer la composition corporelle à partir de la densitométrie osseuse. Ça, c'est pas, tout le monde ne le fait pas. Et si vous pouvez le faire, bon, vous avez en bleu ici, vous avez l'os, vous voyez en rouge, vous avez la masse musculaire, la masse maigre, et en jaune, plutôt le tissu adipeux sous-cutané et viscéral. Et puis sur la diapositive suivante, je vous avais montré aussi un cliché de. Donc ça, c'est un exemple de compte rendu qu'on a chez nous. Vous voyez tout en bas, là, vous avez l'index de masse musculaire squelettique, donc rapporté donc, la masse musculaire appendiculaire oui, sur la taille au carré. Vous voyez le résultat à 4,7. Là, c'était une femme, donc cette personne a une diminution de sa masse musculaire. Et diapositive suivante, je voulais vous montrer un exemple de scanner, voilà, en ce qu'on appelle la coupe au niveau de la 3e vertèbre lombaire que vous pouvez éventuellement analyser. Mais vous avez pu voir que cette valeur n'a pas été retenue pour la personne âgée de 70 ans et plus. Elle l'est retenue dans l'HAS 2019 que pour les adultes de moins de 70 ans. Donc, j'insiste un peu moins là, ici, mais si vous prenez en charge aussi des patients adultes, je vous rappelle que vous pouvez faire cette mesure de la surface musculaire au niveau de la 3e vertèbre lombaire. Enfin, quand je dis vous pouvez, c'est voir si votre radiologue peut le faire. Nous, pour l'instant, on le fait au CHU de Rennes, on ne le fait pas en routine, hein, c'est encore dans la recherche qu'on le fait.
mais il faut absolument qu'on arrive à mettre ça en routine, notamment chez les patients qui ont un cancer, mais c'est un autre problème. Voilà, j'en ai terminé là pour cette mini-exposé. Et puis maintenant, avec Agathe, on est prêt à répondre à vos questions. Alors, les questions sont nombreuses. Tant mieux, tant mieux. Vous vous en doutez. Alors, je me mets sur le... Je remonte. Alors, ça a commencé par des questions sur l'albuminémie, si je ne me trompe pas. L'albumine peut-elle être utilisée comme... Ah oui, c'est sur la méthode en fait de mesure de l'albuminémie. Est-ce que toutes les méthodes sont adaptées, y compris la colorimétrie? Alors, dans les recos, il est précisé que les méthodes qui sont recommandées, c'est l'immunonéphélémétrie, mais la réalité, et donc je pense que c'est probablement la meilleure méthode. Après, ce qui compte encore plus que la méthode, c'est le calibrateur qu'on utilise pour calibrer la machine. Et si tout le monde utilisait le même calibrateur, on aurait des valeurs d'albumine assez proches selon les techniques en fait. Donc ça, la question, c'est de demander potentiellement au laboratoire de biologie avec lequel on travaille, est-ce qu'ils ont bien les mêmes calibrateurs que les autres. Alors après, exactement les mêmes calibrateurs, j'avoue que ça me dépasse, mais je peux éventuellement donner la réponse, sauf si tu en sais plus, Ronan. Non, justement, j'allais te poser la question, quel est le calibrateur de référence, parce que je ne suis pas sûr que ce soit bien répandu comme information, même chez les Oui, c'est ça. Je poserai la question aussi. Et donc, toujours sur l'albumine, donc quelqu'un qui demande confirmation. Tout à l'heure, vous avez évoqué le lien entre albumine et CRP, donc qu'on pouvait oublier la règle de tous les 25 mg de CRP, on rajoute 1 gramme par litre d'albumine. Oui, ça, on peut oublier. C'est une formule qui a beaucoup circulé, mais qui en fait n'est pas validée du tout. Et ce n'est pas comme ça que l'albuminémie a été validée comme critère de sévérité. D'accord. Toujours sur l'albumine, que faire lorsque l'albuminémie est basse sans critères phénotypiques ni étiologiques? De dénutrition. Alors, à ce moment-là, il faut quand même trouver la cause de cette hypoalbuminémie. Ce n'est pas normal. Alors, il y a des causes classiques. Il peut y avoir, par exemple, si les gens sont bourrés d'œdème, etc., l'albuminémie peut diminuer. C'est les fuites par insuffisance rénale, c'est les fuites par la peau dans des escarres grandes, les brûlures. Enfin, il peut y avoir beaucoup. Et puis, il y a les défauts de production par le foie. Donc, ça, c'est les autres causes d'hypoalbuminémie, mais en général, et donc, voilà, la question, c'est de trouver la cause de l'hypoalbuminémie qui est de toute façon pathologique. On peut peut-être rajouter Agathe aussi, Oui. le sens de la question, c'est qu'à mon sens, il ne faut plus faire d'albuminémie pour diagnostiquer une dénutrition. En fait, vous devez d'abord faire un diagnostic clinique basé sur les critères étiologiques et phénotypiques. Enfin, un seul suffit parmi les 3 de chacun. Et l'albuminémie ne vient qu'en deuxième ligne si jamais vous pensez que votre patient peut avoir une dénutrition sévère alors qu'il a malgré tout un IMC qui ne permet pas, par exemple, de conclure à une dénutrition sévère. Je pense aux situations Après, il y a les situations de kwashiorkor, peut-être qui peuvent échapper à cette règle. C'est rare, mais c'est ce que je dirais. Moi, j'incite en tout cas au CHU de Rennes, on communique en disant ne faites plus d'albumine simple sans avoir pesé les patients avant. Ça n'a pas de valeur. En tout cas, pour le diagnostic de la dénutrition, on est bien d'accord. Oui, c'est important de dire ça. Il n'y a pas vraiment de bonnes raisons de faire des dosages d'albumine en dehors d'une idée, d'une suspicion d'un diagnostic qui soit la dénutrition ou un autre. Ça, c'est important. Donc, il faut vraiment, l'idée de ces recommandations aussi, c'était bien de reaxer le diagnostic de la dénutrition sur des choses cliniques, le poids, l'IMC, et puis aussi la baisse des apports alimentaires, des choses qu'on peut voir assez simplement. Oui, je suis OK avec ça. Et est-ce qu'il y a une fréquence recommandée sur justement le contrôle d'albumine quand on s'en sert vraiment comme critère de sévérité? Donc, je suppose quand un diagnostic de dénutrition est posé, est-ce qu'il y a une fréquence recommandée? Alors, ce n'est pas écrit dans les recommandations
de 2021 parce qu'il n'y avait pas l'outil, la prise en charge n'a pas été détaillée, donc ça va plutôt dans la surveillance de la prise en charge. En tout cas, c'est pas la peine de la doser. En 2007, c'était écrit que ce n'est pas la peine de la doser plus qu'une fois par mois dans le cadre du suivi de la dénutrition. De toute façon, vous avez un indicateur à un moment que les choses sont sévères. Après, l'albumine, elle va pas tellement, elle va voir un peu si on évolue en termes de sévérité de la maladie. Mais ce qui est important, c'est est-ce que la personne remange, est-ce qu'elle prend du poids principalement, est-ce qu'elle reprend des forces, est-ce qu'elle remarche, est-ce qu'elle fait plus d'activité? Ça, c'est des critères plus pertinents. Donc, on peut rappeler ici que l'albuminémie a une demi-vie de 3 semaines. Donc, effectivement, c'est pour ça que cette recommandation d'une fois par mois maximum a été éditée, parce que ça ne sert à rien de la doser plus souvent, parce qu'il faut le temps que l'albumine se renouvelle. Donc, si vous avez toujours une hypoalbuminémie 15 jours ou une semaine après, ça ne veut pas dire que votre traitement est inefficace. Comme dit Agathe, il faut se baser sur ce qui va faire que le patient va bien se renourrir, c'est-à-dire en mangeant mieux, effectivement. Donc, juste pour être sûr, là, il y a un EHPAD qui posait la question, avoir un protocole au sein de l'EHPAD qui indiquerait que tous les 6 mois, on fait albumine et CRP pour tous les résidents, ça n'a pas vraiment de sens par rapport aux recommandations actuelles. Non. Honnêtement, je pense qu'en EHPAD, c'est beaucoup plus intéressant de suivre la clinique. Et à partir du moment où il y a quelque chose qui ne va pas en clinique, on a examiné, qu'on a interrogé, etc., à ce moment-là, on fait de la biologie. D'accord. Est-ce que sur un autre bilan bio, on a la question de savoir si il y a encore un intérêt en nutrition au dosage de la pré-albumine? Tu veux répondre en non? Oui, je veux bien répondre. Alors, il y a un intérêt, moi, je pense, pour suivre la renutrition. C'est ce qu'on vient de dire juste avant, effectivement. Autant l'albuminémie n'est pas fiable tout de suite, autant la préalbumine, elle a une demi-vie plus courte, de 3 jours. Donc, c'est vrai que si vous mettez en route une renutrition active, je pense qu'une préalbuminémie, donc on appelle maintenant la transthyrétine, une fois par semaine peut être utile pour justement vous assurer que vous êtes bien sur la bonne voie. Et si la préalbumine remonte, ça veut dire que votre patient couvre mieux ses besoins nutritionnels. Mais en tout cas, pas pour le diagnostic de la dénutrition. Ça, clairement, la préalbumine ou transthyrétine ne sert à rien. En revanche, pour le suivi d'un traitement nutritionnel, oui. Donc, tout l'intérêt quand même de la doser à T0 pour savoir d'où on part, à partir du moment où on démarre le traitement, puis après toutes les semaines jusqu'à normalisation. Ouais. Pour ça, les pratiques de tout le monde ne sont pas tout à fait les mêmes. Moi, je la dose vraiment presque jamais parce que je suis le poids, l'état clinique de manière générale et que finalement, et les ingestats à peu près, de savoir ce qu'ils mangent. Et avec ça, on sait plus ou moins si on est sur la bonne piste. Et finalement, la question, c'est est-ce qu'on va utiliser un dosage de transthyrétine ou préalbumine pour modifier les prescriptions chez quelqu'un? En fait, c'est ça la question. Oui, je pense que nos points de vue différents, Agathe, sont, c'est vrai que là, ce que je vous dis, c'est plus l'expérience, donc plus d'adultes ou voire de personnes de plus de 70 ans, mais en soins aigus. C'est clair qu'en moyen séjour, en SSR ou en EHPAD, je ne doserai pas la préalbumine toutes les semaines, hein, c'est sûr. Nous, c'est vrai moi, je me sers parfois de la préalbumine pour me dire, tiens, peut-être qu'on ne nourrit pas assez notre patient, parce que des fois, on ne connaît pas bien les besoins réels de la personne. On a des situations compliquées, donc des fois, ça peut nous aider. Mais c'est vrai que c'est pas, moi, ça ne me choque pas non plus de ne pas le faire. Hein. Oui, pour moi, ce n'est pas une mauvaise pratique de ne pas le faire si vous suivez la clinique et la prise alimentaire de la personne. Je suis d'accord avec ça. Alors, sur un autre sujet que l'albumine, est-ce qu'il y a une liste exhaustive des pathologies rentrant dans la classe des pathologies aiguës et chroniques qui peuvent servir de critères de diagnostic de la dénutrition? Alors, je crois non, il n'y a pas une liste. En fait, c'est l'encyclopédie médicale, hein, parce que y a la variété des pathologies qui peuvent entraîner une dénutrition, elle est vraiment extrêmement large. Et donc, non, il n'a pas été spécifiquement fait une liste de ça, mais c'est vrai que pour les pathologies chroniques, c'est les grandes pathologies d'organes, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance digestive, insuffisance hépatique, qu'est-ce que j'oublie, l'insuffisance respiratoire, par exemple. Mais ça pourrait être aussi bien
une tuberculose, ça peut être aussi bien une maladie de Horton, ça peut être aussi bien. Donc ça, c'est des pathologies chroniques. Maladie inflammatoire chronique, peut-être aussi. Oui, c'est ça. Polyarthrite rhumatoïde. Voilà, Ouais. enfin, c'est extrêmement large. Et puis les pathologies aiguës, c'est celles qui s'accompagnent vraiment d'une agression suffisamment importante pour avoir un effet sur l'appétit de manière un petit peu prolongée. Vous voyez bien vous-même que quand vous avez par exemple une grippe ou pour certains, quelquefois un petit Covid, quelquefois on a moins d'appétit pendant quelques temps. Donc quand on est jeune et qu'on récupère au bout de 4-5 jours, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais quand on est âgé et qu'on a d'autres causes aussi d'avoir moins d'appétit, ça peut être un déclencheur d'une dénutrition. Et comment est posé le diagnostic d'une malabsorption? Vas-y. Alors ça, c'est effectivement, pour moi, là, dans l'esprit HAS, c'est plutôt une maladie qui est à risque de, il faut plutôt voir ça comme ça, je ne pense pas qu'il faille forcément faire des grands bilans exhaustifs. Pour moi, il y a deux éléments, il y a un élément clinique, c'est la diarrhée, donc plus de 3 selles par jour sur plus de 3 semaines, donc il faut une diarrhée chronique. Et puis, il y a la stéatorée, donc, qui se mesure sur un recueil de sels de 24 heures, donc la recherche de graisse dans les selles supérieure à 6 grammes par 24 heures, si vraiment on veut faire un diagnostic. Mais sinon, il faut y penser à partir du moment où vous avez une maladie à risque de malabsorption intestinale, donc l'insuffisance intestinale, on en a parlé, donc ça reste une maladie rare. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les séquelles de chirurgie, vraiment penser par exemple post-chirurgie de l'obésité, post-duodénopancréatectomie céphalique, post-gastrectomie totale, enfin beaucoup de post-opératoires finalement de chirurgie digestive, parce qu'il n'y a pas que la malabsorption, il y a aussi la notion de maldigestion. Donc toute chirurgie digestive pouvant modifier l'anatomie du tube digestif peut entraîner des défauts d'assimilation, comme ça peut être écrit aussi en langue anglaise. Et donc, c'est plutôt à ça qu'il faut penser. C'est plus en analysant le dossier, en fait, plus qu'en faisant des examens paracliniques pour faire un diagnostic. D'accord. Je ne sais pas si Agathe, vous vouliez... Non, c'était bon. Non, c'est tout à fait ça. En fait, chez les personnes âgées, si on reste là, Oui, il n'y a pas énormément de... C'est pas extrêmement fréquent, mais ça peut être, par exemple, c'est des maladies bien déterminées, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a fait une ischémie des intestins et à qui on a dû couper un bout d'intestin. À ce moment-là, on a ce qu'on appelle un intestin grêle court. Ça peut être une cause de malabsorption. Mais les gens qui n'ont pas de maladie du tube digestif n'ont pas de raison d'avoir une malabsorption. Enfin, juste pour, pas des choses très, très fréquentes. Alors, on a des questions un peu sur la pratique en EHPAD et le fait d'avoir un manque de moyens, un manque de formation sur enfin là, voilà, il y a quelqu'un qui met comment confirmer la sarcopénie en EHPAD. Il semblerait que l'ensemble des résidents soient touchés. Tout le monde ne peut pas faire les tests. Les dynamomètres sont difficiles à utiliser, les levées de chaises également. Ça fait lien avec quelqu'un qui demande qui est habilité à utiliser le dynamomètre. Ou alors, Vas-y. dernière question, c'est la plus simple à répondre, c'est tout le monde. Pour moi, voilà, n'importe quel personnel de l'EHPAD, un soignant, on est d'accord, hein, peut pratiquer, faire un dynamomètre, hein. Une aide-soignante peut le faire, ça dépend de chaque service, comment on est organisé. Mais encore une fois, pour moi, il n'est pas, puis Agathe répondra mieux que moi sans doute, mais il n'est pas systématique de rechercher la sarcopénie chez tout le monde. Enfin, si on veut faire un diagnostic de dénutrition, parce que les traitements sont quand même proches, je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller faire la distinction entre dénutrition telle qu'on peut la diagnostiquer avec la perte de poids et l'IMC et la sarcopénie. Les traitements étant les mêmes, meilleure augmentation des apports énergétiques et protéiques, et puis activité physique. Là, je pense qu'on devrait plus travailler. C'est ce que je sais que dans beaucoup d'EHPAD, là, actuellement, on mène des protocoles de recherche en EHPAD. Donc là, Agathe, là, j'apprends un peu plus la vie dans les EHPAD, dans le détail. Je me rends compte qu'il y a très, très peu il y a des EHPAD qui n'ont pas d'activité physique claire, enfin, clairement avec des temps dédiés dans la semaine. Et ça, moi, je trouve ça, honnêtement, je trouve ça choquant. Enfin, il faut qu'on arrive à pouvoir mettre en place l'activité physique. Voilà, donc après, si on fait un diagnostic et qu'on n'a pas les moyens de prendre en charge les choses, il faut faire attention aussi.
Voilà, c'est ce que je répondrais, mais Agathe, je te laisse répondre pour la sarcopénie. Je pense que c'est ultra fréquent en EHPAD, effectivement. Ça, je n'ai pas notion de la fréquence. Mais... Oui, alors en EHPAD, les personnes sont très âgées, très malades en général, polypathologiques et dépendantes. Donc, elles ont toutes les bonnes raisons d'être sarcopéniques. Euh, et en effet, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut orienter d'emblée la prise en charge vers une alimentation suffisamment riche et riche en protéines, de l'activité physique, etc. Donc, ça, c'est important. Je pense que tu l'as déjà dit, mais je pense que c'est important d'insister. Dans les EHPAD, les gens sont pesés tous les mois. Donc, vous avez forcément les outils pour faire un diagnostic de dénutrition en EHPAD. Donc, si vous voulez savoir s'ils sont sarcopéniques ou pas, vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas spécialement d'intérêt à mettre un diagnostic précis parce que je ne suis pas sûre que ça change grand-chose. Mais si vous les voyez avoir tout simplement une difficulté de se lever de leur fauteuil, vous pouvez dire ils sont sarcopéniques, cliniquement. S'ils ont une fonte musculaire énorme au quadriceps, vous pouvez dire qu'ils sont sarcopéniques. Le plus important, et en EHPAD, ça c'est en général très bien fait, les gens sont pesés régulièrement. Donc, vous avez le critère de perte de poids et c'est le plus important. Après, pour la sarcopénie, vous pouvez avoir une sarcopénie suspectée parce que justement les gens sont peu mobiles. Moi, je ne mesure pas forcément très précisément la sarcopénie quand je suis en consultation, mais si j'appelle quelqu'un qui est dans la salle d'attente, qui met 3 fois à se lever de son fauteuil, qui marche à tout petit pas jusqu'à mon box, et après je lui demande juste vous avez perdu du poids, ben ça y est, c'est réglé, quoi. La personne est sarcopénique. Donc ça n'a pas besoin d'être non plus très subtil. Dans cette situation de la sarcopénie en EHPAD, le plus important, c'est vraiment la prise en charge en termes de prévention et puis d'activité physique. Et puis, il y a une question qui avait été posée aussi en EHPAD sur la sarcopénie. Je pense qu'il y en avait d'autres, non? J'ai perdu un peu le fil de ma pensée. J'ai vu passer un commentaire, là, effectivement, à l'EHPAD, la circonférence du mollet oui. et le dynamomètre. Pour moi, c'est les 2 éléments que vous pouvez mettre en place. Le dynamomètre, ce n'est pas excessivement cher. Hein. Là, grâce aux recommandations HAS 2021, moi, je pense que vous pouvez appuyer auprès de vos directions pour vous équiper d'au moins un dynamomètre. Je vous dis, l'appareil classique de référence, c'est 300 € et vous en avez à 30 €. Donc, vraiment, je pense qu'il faut arriver à étendre cette pratique. Après, tous les patients, tous les résidents d'EHPAD, si on reste à l'EHPAD ou même en gériatrie, on ne peut pas tous pratiquer la mesure. Hein. Ça dépend de leur terrain clinique. On a des patients des fois très gravataires, mais comme l'a dit Agathe, vous avez déjà le diagnostic. Là, ça ne sert à rien d'aller les embêter avec ça. Alors, il y a eu pas mal de questions qui ont été posées dans la suite de la publication sur le fait, en effet, de ne pas pouvoir se procurer un impédance-mètre, par exemple. Donc, là, il y a soit on n'en a pas besoin parce qu'on suit régulièrement le poids et que finalement, le diagnostic de sarcopénie ne va pas apporter grand-chose et surtout ne va pas changer la prise en charge parce que ce qui est important, c'est qu'en EHPAD, on doit être déjà tout le temps en train de lutter contre la dénutrition, la sarcopénie. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir un outil pour changer la prise en charge si de toute façon, vous allez faire la même chose. La deuxième chose, c'est que si on en a besoin, et il y a des situations où on va en avoir besoin, à ce moment-là, oui, c'est un appareil qui coûte 10 000 € hein, ou un peu moins ou un peu plus. Enfin, c'est à peu près ça. Un peu moins quand même. On peut trouver des impédance-mètres, je dirais moi, autour de 5 000 €. Ouais. Voilà, entre 5 et 7 000 €. Je ne suis pas sûre que ce soit tellement plus cher qu'un appareil à électrocardiogramme. Et il n'y a pas tellement de raisons pour que la discipline nutrition et le diagnostic de dénutrition se fassent sans appareil. Demander à un ophtalmo de traiter quelqu'un pour ses yeux sans ses outils, il ne peut pas. Donc, il faut quand même… L'idée, c'est que le muscle, en termes de nutrition, c'est vraiment le plus important et c'est surtout important peut-être pour les gens en surcharge pondérale ou obèses et aussi ceux de poids normal. Pour les maigres, on sait déjà qu'ils sont plus ou moins sarcopéniques, plus ou moins. Et donc, s'il faut s'équiper, on va s'équiper. Nous, on est en train de faire une démarche au niveau de l'assistance publique à Paris pour dire, voilà, voilà les nouveaux critères. Les experts pensent que de mesurer la masse musculaire, c'est utile dans certaines situations.
à ce moment-là, il faut s'équiper pour le faire. Mais après, si on n'en a pas besoin, ben, on n'en a pas besoin. Et par exemple, en EHPAD, je ne suis pas sûre que ce soit indispensable. Alors maintenant, on va avoir un challenge parce qu'on a encore énormément de questions et plus beaucoup de temps. Bon, je vais essayer de survoler un peu. Il y a des choses auxquelles vous avez répondu. Alors effectivement, il y a pas mal de questions sur les résidents ou les patients avec des troubles cognitifs. Donc pour lesquels c'est peut-être difficile de mettre en œuvre le dynamomètre ou les levées de chaise. J'essaie de retrouver ma pensée. Donc, il y a pas mal de remarques là-dessus. Oui, mais c'est bon, vrai, je ne sais pas, Agathe, ce que tu en penses. Oui, c'est des questions qu'on peut avoir. Effectivement, si la personne ne comprend pas l'instruction de serrer, ça ne veut pas forcément dire qu'elle ne sait pas le faire ou qu'elle a une force basse. Ouais. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que on a pensé en faisant ces recommandations qu'une simple diminution de la force de préhension ne pouvait pas suffire au faire le diagnostic de dénutrition et qu'il fallait aussi pouvoir avoir des mesures de la masse. Parce qu'on peut aussi avoir tout simplement de l'arthrose et mal aux mains ou pas comprendre ou avoir un déficit neurologique. Donc, c'est pour ça qu'il a été aussi décidé Il y a eu beaucoup de discussions, hein, je vous laisse imaginer au sein du groupe de l'HAS pour ce critère-là. Mais finalement, on s'est dit, on ne peut pas faire juste un critère de dénutrition sur une force de préhension. Et si on n'a que la masse, Agathe, je retourne l'argument en sens inverse. Si on n'a que la masse, il nous faut la fonction. Si on n'a pas si on a un IMC normal, et oui, pas de perte de poids. c'est vrai, mais dans la sarcopénie, c'est vrai que c'est d'abord la force, et c'est vrai que c'est compliqué, tu as raison. Et c'est pour ça qu'il faut les deux. Alors, si on n'en a qu'un des deux, on est un peu cuit. On a de la sarcopénie toute seule. J'ai vu un commentaire de chat passer vite là, qui disait finalement, est-ce que tous les résidents d'EHPAD ne doivent pas être considérés comme sarcopéniques? Oui, c'est un peu ce qui a été dit plusieurs fois. Oui. Mais ça me paraît raisonnable. De toute façon, ce n'est pas des grands sportifs. Hein. Non. donc oui, en fait, en EHPAD, vous pouvez considérer que les gens sont tous soit sarcopéniques, soit à risque, et organiser les soins en fonction de ça. Sur la question du tour du mollet des 31 cm, alors on a plusieurs questions. Est-ce que c'est pareil pour les hommes et les femmes? Est-ce que c'est pareil pour les patients résidents qui aient un IMC normal ou qui soient en situation d'obésité? Est-ce que c'est comment faire en cas d'œdème au niveau des membres inférieurs? Alors, moi, Agathe, je te laisse peut-être répondre. Non, vas-y. Homme-femme, j'avais l'impression que c'était le même seuil qui avait été retenu, il n'y a pas de différence. Et puis après, c'est vrai que l'histoire de l'œdème, ça c'est un piège classique. Hein. Vous risquez de conclure à tort à un tour du mollet normal alors que la personne a une baisse de masse musculaire. Donc là, c'est faire la mesure en l'absence d'œdème. On est d'accord, faut pas, comme l'a dit Agathe tout à l'heure pour le poids, il faut faire votre évaluation une fois que vous avez plus d'œdème et que le patient est en euvolémie. Et puis l'autre point, oui, l'obésité, là c'est pareil, l'obésité, ça peut être s'il y a une augmentation du tissu adipeux sous-cutané, ça peut fausser le tour du mollet, mais là néanmoins, je pense que ça peut être utile quand même de le mesurer. S'il est normal, il est normal. Hein. Après, c'est là, chez l'obèse, à mon avis, c'est la bioimpédancemétrie peut aider. Mais bon, c'est rare quand même en EHPAD qu'il y ait des grandes obésités. Oui. Je pense que c'est un faux problème, là, probablement. Enfin, il y a pas l'air des cas particuliers, mais... Si vous voulez bien, juste je vais répondre une dernière question, peut-être, parce que j'ai vu le commentaire passer 2 ou 3 fois. C'est quelle limite d'antériorité pour la perte de poids? Est-ce que c'est 1 an, 3 ans, 4 ans, 5 ans? En fait, c'est l'intérêt des courbes de poids, c'est-à-dire que le plus souvent, les personnes ont un poids stable pendant très longtemps et puis à un moment, il peut y avoir une cassure à l'occasion d'une maladie. Et finalement, peu importe le délai, et ça peut être 4 ans, pourquoi pas 5 ans, si la personne avait un poids stable jusqu'à là et qu'il y a un décrochage, oui, on peut dire que ce n'est pas normal à ce moment-là. Ok. Alors, on a pas mal de questions. Je pense que là, on peut répondre assez facilement. Si on est bien d'accord qu'il faut forcément un critère phénotypique et un critère étiologique. S'il y a 2 critères phénotypiques ou s'il y a 2 critères étiologiques, ça va pas. Ou s'il y en a un critère étiologique mais non phénotypique, ça ne va pas suffire. Il faut forcément un des 2. Ouais. On est d'accord là-dessus? Un des 3 et un des 3, oui, effectivement.
Oui. Ok, c'est plusieurs questions. Est-ce que vous avez des informations concernant les critères de codage, donc de valorisation des séjours et de pathos sur l'EHPAD, puisqu'on a plusieurs personnes qui font des remarques sur le fait que c'est peut-être encore sur les anciens critères, enfin, comment s'en sortir à ce niveau-là? Alors là, c'est en train d'être passé dans les documents officiels administratifs, les nouveaux critères. D'accord. Donc, il faut utiliser les nouveaux critères. Ok, C'est pour ça que l'idée est de se mettre en ordre de marche pour avoir les outils et pour être prêt quand les publications se feront des nouveaux critères de codage qui seront calés sur les critères HAS. D'accord. Et alors, peut-être bon, je m'excuse, peut-être qu'il y a des questions que j'aurais laissé passer, mais si on en arrive sur il y a deux choses là, peut-être sur la prise en charge, entre guillemets, de la dénutrition, où on nous demande, d'une part, quels critères, en fait, on peut utiliser pour estimer que ça y est, notre prise en charge de la dénutrition a été bonne et que la personne n'est plus dénutrie. Et aussi, sur cette prise en charge aussi, comment est-ce qu'on peut essayer de sensibiliser les professionnels qui sont dans les services sur la distribution des compléments en particulier ou de l'enrichissement et pour favoriser l'observance finalement des patients et des résidents. Vas-y, Ronan, Je sais tu pas, peux non, j'ai envie de commencer. dire que c'est un autre sujet. Il faudrait qu'on fasse un webinaire Ouais. sur le sujet. Puis là, on sort du champ. Là, sinon, on y est. Bon, au moins sur la fin, peut-être, qu'est-ce qui nous permet à partir du moment où on n'a plus aucun critère, ni étiologique, ni phénotypique, ou est-ce qu'il faut que les deux types de critères disparaissent ou seulement un des deux pour estimer qu'on a pris en charge correctement la dénutrition? Alors, ce qui a été écrit dans les recos, en tout cas, c'est qu'à partir du moment où il y a un diagnostic de dénutrition, le fait que le critère étiologique disparaisse ne fait pas disparaître la dénutrition. Il faut attendre que les critères phénotypiques se corrigent. Et après, les compléments nutritionnels oraux, j'ai envie de dire, chez certains patients, on pourrait les utiliser aussi en prévention de la dénutrition. Chez quelqu'un qui a été déjà dénutri, si c'est une seule façon pour le patient de s'alimenter correctement. Enfin, je pense en EHPAD notamment, parfois, quand les personnes sont en alimentation mixée, ça peut être aussi quelque chose à continuer à faire. Hein. Si on considère que tous les patients d'EHPAD, à juste titre, sont soit sarcopéniques, soit à risque de dénutrition, autant prévenir. C'est aussi un autre argument, hein, parce que souvent, on nous rétorque que nous, on sera, avec Agathe, on sera des nutritionnistes heureux le jour où on n'aura plus de dénutrition, parce qu'on la prévient tellement bien. Ça n'arrivera jamais, je vous rassure. Si on la prévient tellement bien qu'on n'a plus à traiter, tant mieux. Je veux dire, le but, c'est pas de faire de la course au diagnostic, c'est aussi de prendre en charge des patients et d'éviter qu'ils s'aggravent ou qu'ils fassent une dénutrition. Donc, toutes les mesures sont bonnes. Bon, l'albumine fait beaucoup discuter. Hein. Il y a discussion, certains décident qu'ils vont quand même continuer à le faire tous les 6 mois. Enfin voilà, il y a débat sur la question de l'albumine. Bon, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Après, effectivement, on va peut-être pouvoir organiser quelque chose sur la prise en charge de la dénutrition la prochaine fois, parce qu'il y a des questions aussi sur le sujet. Je ne sais pas si vous, Agathe ou Ronan, vous aviez quelque chose que vous vouliez ajouter pour… Ah oui, c'est vrai que le domicile, on nous parle beaucoup du domicile, de savoir s'il y a des grilles pour évaluer la sarcopénie au domicile, quels outils utiliser. C'est vrai que je suis passée à côté de ça, Les on me mêmes, hein, je rappelle. pense. Pour moi, la réponse, c'est les mêmes. Enfin, il n'y a pas d'autres outils à domicile. Oui. C'est le diagnostic de la dénutrition tel qu'il est recommandé chez l'adulte, chez l'enfant ou même chez la personne de plus de 70 ans. C'est partout, enfin, que ce soit à domicile, en consultation, en ambulatoire ou à l'hôpital ou en EHPAD ou en long séjour ou en foyer logement, ou etc. Le poids, quoi. On peut peut-être retenir qu'effectivement, ce que vous disiez, Agathe, c'est que dans la plupart des cas, on a de toute façon les outils et on les utilisait déjà sur la surveillance effectivement pondérale et puis le fait de voir si les personnes mangent ou mangent moins. C'est peut-être déjà la base sans forcément trop se compliquer. Je ne sais pas si ça peut être juste de dire ça comme ça. Tout à fait. Et je pense qu'un message important, c'est que c'est important de faire un diagnostic de dénutrition, mais il ne faut pas se fixer simplement le problème du diagnostic, c'est vraiment celui de la prise en charge, parce que la personne elle-même, si vous faites un diagnostic ou pas, pour elle, c'est pareil. Ce qui compte, c'est de ne pas être dénutrie, de reprendre des forces.
Et donc, quelquefois, on retarde un peu le fait de pouvoir faire un diagnostic correctement, mais on commence quand même la prise en charge. Bon, vous êtes cordialement invité à animer un webinaire sur la prise en charge de la dénutrition. Vous le dites. Très bien. On va y réfléchir. Bon, on sera ravis de l'organiser. Écoutez, merci beaucoup. On nous parle de l'application nutrition clinique, mais on est peut-être plus sur autre chose. L'application nutrition. Non, Oui. l'application en nutrition clinique, alors malheureusement, elle n'est plus mise à jour. Je crois qu'elle est encore accessible, mais elle ne sera pas mise à jour avec les critères HAS. D'accord. Donc voilà, je pense qu'il faut plutôt l'oublier pour l'instant. Okay. Après, elle vous permet toujours de calculer une perte de poids facilement ou de calculer un IMC. Mais voilà, sinon, elle ne sera pas updatée en fonction des nouveaux critères. D'accord. Merci à tous d'avoir été là. Oui, merci à tous pour votre participation et les questions. Un grand merci à vous pour votre intervention et à tous les participants pour ce webinaire très vivant et actif. Et je pense qu'on y voit tous beaucoup plus clair sur le sujet. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de journée. À bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.